Bonjour. Donc, je m'appelle Pauline Rivière, je suis gastro-entérologue au Lévesque et je vais vous parler des atteintes digestives de la sclérodermie systémique. Alors, je suis devenue experte grâce à Marie-Élise parce que quand j'ai commencé mon clinical, elle a commencé à m'envoyer tous ses patients. Et donc, j'ai commencé à avoir plein de patients sclérodermiques. Donc, j'ai été obligée d'essayer de comprendre un peu ce qui leur arrivait et comment on pouvait les aider. Et je tenais à dire, je ne sais pas si vous partagerez mon avis, que les patients sclérodermiques sont tous très gentils. Donc, c'est très agréable de s'occuper d'eux. C'est assez gratifiant, même si c'est difficile de les traiter. Et donc, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec Marie-Élise, de les soulager de ce point de vue-là. Donc, je vous parlerai un peu de généralité, un tout petit peu de physiopathologie, et après, je vous ferai un peu un catalogue selon les étages du tube digestif, parce que c'est comme ça qu'on procède en gastro avec les patients sclérodermiques. Donc, on regarde ce qui se passe au niveau de leur œsophage, de leur estomac, de leur intestin grêle, de leur côlon, de leur anus. Et puis après, j'essaierai de vous donner des messages un peu pratiques sur ce que vous pouvez faire et par rapport à nous, ce qu'on doit faire. Donc d'abord, par rapport à la fréquence, c'est une atteinte très fréquente puisque dans la littérature, ça concerne jusqu'à 90% des patients. Donc quasiment tous les patients sclérodermiques ont une atteinte digestive. Ça peut toucher tous les segments du tube digestif. Donc on dit classiquement de la bouche à l'anus, mais surtout de l'œsophage à l'anus. A priori, le délai d'apparition par rapport au début de la maladie et au diagnostic est difficile à évaluer. Il n'y a pas de données claires dans la littérature. A priori, ce n'est pas révélateur d'ailleurs dans les symptômes choisis dans le projet dont Marie-Lise parlait de révélation précoce de la maladie. Les symptômes digestifs n'étaient pas comptés dedans. Mais nous, en tout cas, je ne sais pas quelle proportion de patients Marie-Lise nous envoie, mais quasiment tous les patients qu'on voit ont des symptômes et quand on les interroge, ils ont leurs symptômes depuis finalement très longtemps. Et le problème de l'atteinte digestive de la sclérodermie, c'est que c'est invalidant parce que c'est des symptômes sévères qui entraînent une diminution de la qualité de vie des patients, mais aussi c'est une cause de mortalité importante pour les patients qui ont une sclérodermie systémique. Au niveau physiopathologie, il n'y a pas beaucoup de données sur la physiopathologie de l'atteinte digestive, mais l'idée, ce serait que... J'arrive à placer la souris. L'idée, ce serait que... Je ne vais pas vous montrer. L'idée, ce serait qu'il y aurait 3 phases au niveau physiopathologique. Une phase plutôt d'hypoperfusion d'ischémie, une phase où il y aurait une atteinte neurologique au niveau de la paroi musculaire et une phase où il y aurait une atteinte plutôt musculaire, donc des muscles de la paroi digestive. Et ces 3 phases, chronologiquement, aboutiraient à une atrophie musculaire et une fibrose de la paroi du tube digestif, donc tout le long du tube digestif. Le problème, c'est que le tube digestif, ça a besoin de bouger et qu'un tube digestif fibrosé qui ne malaxe plus son contenu ne peut plus absorber. Donc, ça va entraîner des troubles de la motricité qui vont entraîner des douleurs, des ballonnements, enfin tout ce que je vais vous montrer après, mais aussi un problème d'absorption et donc de dénutrition, ce qui est un problème très peu pris en compte dans la sclérodermie et qui est un des problèmes majeurs. Donc, pour commencer les atteintes un peu une par une, d'abord l'œsophage, c'est souvent ce dont les patients vont parler le plus facilement, ce qui est le plus fréquent, ce que je pense à quoi vous pensez le plus souvent. C'est jusqu'à 80% des patients qui vont se plaindre soit de symptômes de reflux gastro-œsophagien, donc pyrosis, régurgitation, soit de dysphagie, donc blocage des aliments, sensation de fausse route parfois, et de douleurs pendant l'ingestion d'aliments. Donc, la première chose à faire pour les patients qui se plaignent de RGO ou de dysphagie, c'est une fibroscopie. Là, je vous ai mis une photo d'un des patients du service où on voit ici une ulcération là, qui descend. Voilà, donc c'est une œsophagite peptique liée au reflux. Ce qu'on pourra aussi voir à la fibroscopie, c'est un endobrachiosophage. Donc, c'est une transformation de la muqueuse de l'œsophage en muqueuse intestinale à cause de l'agression acide. Et le problème de l'endobrachiosophage, c'est que c'est un état prénéoplasique. Donc, ensuite, on peut avoir de la dysplasie, puis un cancer, un adénocarcinome de l'œsophage. Donc, ça, ce sera surtout à surveiller chez les patients qui ont une sclérodermie avec un endobrachiosophage.
Et enfin, il peut y avoir des patients qui ont une sténose peptique à cause de l'inflammation et d'une cicatrisation aberrante. Et c'est ça qui va être à l'origine, par exemple, de la dysphagie. Ce sera une des causes de dysphagie. Donc, la fibroscopie œsophagienne, c'est vraiment un examen très important et souvent très informatif dans la sclérodermie systémique. Et on leur fait aussi des manométries œsophagiennes qui permettent d'évaluer la fonction motrice de l'œsophage, parce que comme donc, la paroi de l'œsophage est fibrosée et atrophiée, elle ne peut plus se contracter de façon normale. Et ce qu'on va observer, c'est un apéristaltisme, donc la disparition de la progression normale du bolus alimentaire grâce aux contractions de l'œsophage, avec une hypotonie du sphincter inférieur. Donc ça, c'est une manométrie œsophagienne normale. Donc on met une sonde dans le nez. C'est pas très agréable. Ça ressemble un peu à une PCR Covid, mais beaucoup plus fort. Et donc les patients n'aiment pas toujours, surtout avec les nez de sclérodermie tout petits, tout sclérosés. Mais c'est pas bon, ça se fait quand même. Et ensuite, on leur fait boire de l'eau. Et donc là, par exemple, c'est une manométrie œsophagienne normale. Ici, c'est le sphincter supérieur de l'œsophage. Ici, le sphincter inférieur. Donc là, le patient a dégluti. Quand c'est bleu, il n'y a pas de pression. Quand c'est rouge, il y a de la pression. Donc le patient a dégluti, ça s'est ouvert. Il y a eu une onde péristaltique. Et ensuite, en bas, le sphincter inférieur de l'œsophage s'est ouvert. Donc ça, c'est normal. Et là, c'est la manométrie d'un patient sclérodermique de Marie-Élise. Il a dégluti. Et ensuite, il n'y a pas du tout de contraction. Et son sphincter, ici, il n'y a aucune contraction. Là, ce qu'on voit, c'est son diaphragme. Ça suit les mouvements respiratoires. Donc, ça se contracte au rythme de sa respiration, mais il n'y a pas du tout de tonus du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, ça, c'est vraiment les conséquences pratiques pour le patient de cette atrophie musculaire qu'on peut observer dans la sclérodermie. Et on peut imaginer, donc je vous montrerai tout à l'heure, on ne fait pas vraiment de manométrie du grêle, mais on peut imaginer qu'on verrait exactement la même chose si on faisait une manométrie du grêle à ces patients. Donc, comment on prend en charge les patients qui ont une atteinte œsophagienne une fois qu'on leur a fait la fibroscopie? Alors, le RGO est souvent très difficile à traiter chez ces patients. D'abord, il y a les règles hygiéno-diététiques du RGO, donc ne pas manger dans les 3 heures avant d'aller se coucher, essayer d'éviter l'alcool, le tabac et les repas gras. Donc ça, et surélever la tête du lit. Ça suffit généralement pas pour les patients sclérodermiques. Ensuite, on leur prescrit beaucoup d'IPP à simple dose, voire à double dose, voire à triple dose, voire à quadruple dose. C'est quand même possible. Et des prokinétiques qui peuvent quand même aider, donc le méthoclopramide, par exemple, le primpéran, qui peut aider en vidant l'estomac à éviter que le contenu gastrique remonte, parce qu'un estomac vide reflue beaucoup moins. On peut aussi associer les antiacides. Donc, il y a des patients chez qui on fait des combos Gaviscon, sucralfate, Malox, et qui ont besoin de tout ça pour pouvoir survivre à leur reflux. Et par contre, la chirurgie, c'était quelque chose qu'on faisait avant dans le reflux de la sclérodermie systémique, mais ça a été quasiment totalement abandonné parce que dans la chirurgie anti-reflux, on fait une valve avec l'estomac autour du sphincter inférieur de l'œsophage. Et chez ces patients qui ont un trouble moteur œsophagien, il y a quand même un risque de dysphagie. Donc, c'est vraiment pas conseillé. Et à un moment, on a une patiente qui a eu une dérivation de l'estomac dans le jéjunum, une dérivation gastro-jéjunale, pour essayer de vider l'estomac. Bon, je sais pas, c'était une idée un peu de chirurgien. Ça a été catastrophique. Donc, vraiment, c'est des patients qu'il ne faut pas opérer et il faut pas les envoyer au chirurgien. Sinon, ça peut être compliqué après. Pour la dysphagie, si c'est une dysphagie liée à une sténose peptique, on peut, nous, la dilater en endoscopie, faire des bougies, on a quelques moyens interventionnels. Par contre, les patients qui se plaignent de l'hypotonie et du fait d'avoir une dysphagie alors qu'ils n'ont pas vraiment de reflux, eux, on n'a aucun traitement qui soit efficace sur ces troubles moteurs œsophagiens. Donc là, c'est un peu une impasse thérapeutique. Il faut qu'ils mangent ce qu'ils arrivent à manger, qu'ils mastiquent bien, qu'ils fassent des petites bouchées. Mais c'est tout ce qu'on pourra leur proposer. Et enfin, donc, on surveillera la fibro s'il y a un endobrachiosophage. Sinon, il n'y a pas besoin de refaire de fibroscopie de façon épisodique. L'atteinte gastrique, ensuite, après l'œsophage, c'est des patients, donc c'est à peu près la moitié des patients. C'est des patients qui vont se plaindre de dyspepsie, donc de pesanteur postprandiale. Ils vont dire, mais je mange presque rien, j'ai l'impression d'avoir mangé beaucoup. Ou de gastroparésie, ils vont vomir après chaque repas, par exemple. Et ça, c'est un groupe de patients. Et l'autre groupe, c'est des patients qui vont avoir des hémorragies digestives parce qu'ils auront des ectasies vasculaires antrales gastriques. Donc,
Là, c'est un estomac avec le pylore ici en endoscopie. Et on voit ici toutes ces sortes de pétéchies rouges, c'est des sortes d'angiodysplasie gastrique qui saignent et ça peut donner des hématémèses ou des anémies fériprives. Donc, c'est aussi, la fibroscopie est aussi indiquée, par exemple, dans une anémie fériprive chez un patient sclérodermique, même si sur la première fibroscopie, il n'y avait pas d'ectasie vasculaire ventrale. Donc, la fibroscopie permettra, en cas de dyspepsie ou de gastroparésie, de voir la stase alimentaire. On fait des fois des scintigraphies de la vidange gastrique si on a un doute sur le mécanisme des symptômes ou si on veut vraiment authentifier le retard de la vidange gastrique, mais ça ne va pas changer fondamentalement la prise en charge thérapeutique. Et donc ensuite, la prise en charge thérapeutique des patients, s'il y a des ectasies vasculaires qui sont à l'origine d'une anémie fériprive ou d'une hématémèse ou d'une hémorragie basse, on fait du laser en endoscopie. Parfois, il faut qu'on fasse plusieurs séances, mais ce n'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de risques, donc ça, on le fait volontiers. S'il y a une gastroparésie, là, il faudra qu'on fractionne les repas. On peut avoir une consultation diététique dédiée, qu'on utilise des prokinétiques. Donc, le métoclopramide, ça va être le primpéran ou le prokinil, la dompéridone. Et l'érythromycine, qu'on aime bien, ça marche vraiment très bien. Donc, c'est un antibiotique. Quand on le donne à dose faible, ça a un effet prokinétique gastrique. Donc, c'est l'éry bébé qu'on donne et qui permet de soulager quand même beaucoup de patients. Enfin, si c'est un patient qui a une gastroparésie sévère, qui est dénutri, qui vomit beaucoup, on peut être amené à faire de la nutrition entérale. Et donc, on va faire de la nutrition entérale, pas gastrique. On va mettre la sonde, soit une sonde de jéjunostomie, soit on va mettre une sonde de gastrostomie, donc dans l'estomac, mais avec une extension qui va dans le jéjunum pour que l'alimentation entérale aille dans le jéjunum. Le problème, c'est que je vais vous parler après de l'atteinte du grêle et que souvent, les patients qui ont une atteinte de l'estomac, ils ont aussi une atteinte du grêle. Donc là, je vous ai mis le scanner d'une patiente à qui on avait mis une gastrostomie avec une extension jéjunale et l'extension jéjunale a migré. Et en fait, elle avait aussi une atteinte du grêle. Et donc finalement, 2 mois après, on lui a fait un scanner et elle avait toujours son extension jéjunale de 7 cm dans le grêle. Et en fait, j'ai été la chercher en endoscopie et elle y était toujours, ça ne bougeait absolument pas. Donc c'est vrai que on a du mal en fait à nourrir ces patients de toute façon en entéral parce que souvent quand ils ont la gastroparésie, ils ont aussi l'atteinte du grêle qui fait qu'on sera obligé de passer en nutrition parentérale si on a besoin de les traiter. Donc ensuite, l'atteinte intestinale. L'atteinte du grêle, c'est vraiment l'atteinte la plus sévère et elle est symptomatique que tardivement quand vraiment les patients sont arrivés à un degré d'atrophie et de fibrose très important. Pour l'instant, vous voyez, je ne vous ai pas donné beaucoup de médicaments très efficaces. Et là, dans l'atteinte intestinale, c'est encore pire. Donc, il y a 4 tableaux principaux dans l'atteinte intestinale. La malabsorption, la pullulation microbienne, la pseudo-occlusion intestinale chronique, qu'on appelle la POAC, et la pneumatose kystique intestinale. Donc, la malabsorption des nutritions, c'est à peu près un quart des patients. C'est souvent des patients qui ont de la pullulation microbienne ou une POAC ou de la diarrhée et donc qui ont des carences. Et le plus souvent, ces carences sont asymptomatiques. Donc là, je vous ai mis les signes des principales carences qu'on retrouve, mais le plus souvent, ce sera un diagnostic fortuit à la biologie. Donc la carence martiale, les carences en magnésium, potassium, calcium, phosphore, en sachant que la carence en magnésium, ça peut entraîner des convulsions, donc c'est quand même des carences sévères, et c'est très fréquent chez les patients qui ont des sclérodermies. Ensuite, il y aura les carences en vitamine B, la vitamine D, la vitamine C. Je sais que Marie-Élise a eu des cas de scorbut chez des patients sclérodermiques. Et ensuite, on regarde aussi le zinc parce que ça donne des lésions cutanées, des acrodermites. Le sélénium, ça donne des cardiopathies. Donc, c'est aussi des choses qu'on surveille. Et le cuivre aussi. Donc, ça sera vraiment... rechercher la malabsorption sera vraiment un des rôles du médecin qui suit les patients sclérodermiques. Vraiment un des rôles, je dirais, fondamental parce qu'il y a sûrement beaucoup de patients que vous voyez qui ont des carences qui passent complètement inaperçues. Et les patients ne s'en plaignent pas du tout, mais par exemple, ils peuvent avoir 0,3 de magnésémie et un jour convulsé. Donc, il faut vraiment le dépister. Alors là, je vous ai mis juste une capture de notre ordonnance de bilan nutritionnel qu'on donne aux patients à faire tous les 6 mois. Donc, par exemple, c'est dans DXCare pour ceux qui travaillent au CHU. Et vous pouvez demander à avoir la même ordonnance que nous. Et comme ça, hop, on le fait renouvelable et les patients font leur bilan tous les 6 mois et on regarde qu'il n'y ait pas de carence.
Et pour la traiter, ensuite, c'est une supplémentation. C'est comme la cuisine, un peu de sucre, un peu de sel. Donc, le fer, on le fait plutôt en IV parce que c'est vraiment pas bien toléré en péros chez ces patients. Le magnésium, potassium, calcium, phosphore, on essaye toujours d'abord péros et ensuite, sinon, en IV. La vitamine B9, B12, pareil, on essaie péros et sinon, c'est IV pour la B9, IM pour la B12. Et les vitamines B, C, les oligoéléments, c'est que IV. Et la vitamine D, on essaye aussi péros plutôt. Et les patients qui ont des carences multiples, on peut leur faire des cocktails, soit IV, soit péros. Mais surtout, ce qui est important, c'est de surveiller qu'on arrive à normaliser. Et en fait, si les patients ont beaucoup de carences vitaminiques, souvent, ils sont dénutris et se poser la question à ce moment-là d'une nutrition parentérale. Donc, la dénutrition, ça, c'est très facile à rechercher. Il faut peser les patients et leur demander combien de poids ils ont perdu, quel était leur poids de forme, quel poids ils faisaient avant d'être malades. Donc là, c'est les recommandations de la Société française de nutrition. Ça fait toujours plein de critères compliqués, mais en gros, c'est déjà un patient qui a perdu 5% de son poids du corps sur le dernier mois ou 10% en 6 mois ou qui fait moins de 10% par rapport à son poids habituel. Donc, par exemple, un patient qui vient, qui fait 60 kilos et qui vous dit qu'avant le diagnostic, il faisait 90, là, on peut commencer déjà à se poser des questions. La sarcopénie, c'est un critère qui est de plus en plus mis en valeur dans beaucoup de pathologies, dans le pronostic de plein de maladies. Donc, c'est la masse musculaire, la réduction de la masse musculaire ou de sa fonction. Donc, il y a plein de façons de la mesurer. On peut la mesurer sur les scanners. Donc, c'est l'indice de surface musculaire en L3. Les radiologues le font très facilement. On peut faire un grip test. On demande aux gens de forcer sur une petite machine pour voir leur force musculaire. Bon, en pratique, on regarde surtout le poids, mais ce sera probablement quelque chose qui va changer beaucoup notre pratique dans les années à venir, la prise en compte vraiment de la sarcopénie au-delà du poids, notamment pour les obèses dénutris. Et donc ensuite, il faut essayer d'évaluer la sévérité de cette dénutrition pour orienter la prise en charge thérapeutique. Donc savoir la profondeur de la perte de poids et regarder l'albumine. Est-ce qu'elle est entre 30 et 35 ou carrément en dessous de 30? Et ensuite, pour la prise en charge de la dénutrition, c'est l'algorithme toujours de la Société française de nutrition. Ça paraît très, très compliqué, mais en fait, c'est très simple. C'est selon la profondeur de la dénutrition. D'abord, il faut savoir ce que le patient mange, donc ses ingestats. Ça, c'est avec l'équipe de diététique, on fait un relevé des ingestats, on essaye de calculer les calories. Et en gros, si le patient ne mange pas assez, il faut lui mettre une nutrition artificielle. S'il n'est pas très dénutri, on peut commencer juste par donner des compléments alimentaires. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous chez un patient qui a perdu quelques kilos, qui a quelques symptômes, mais vous commencez à le traiter, vous pensez que ça s'améliore, vous pouvez juste lui prescrire déjà des compléments nutritionnels oraux. Donc ça, c'est un premier pas. Mais s'il ne mange vraiment pas assez ou qu'il est très dénutri, il faudra passer à une nutrition artificielle. On essaye souvent la nutrition entérale, donc d'abord sur une sonde nasogastrique, mais généralement, ce n'est pas bien toléré du tout. Et donc, on passe rapidement chez les patients dénutris à de la nutrition parentérale. Mais quand on rentre dans la nutrition parentérale, c'est quand même une étape importante pour le patient et notamment au niveau du pronostic, c'est les patients qui vont être le plus à risque de décéder parce que leur maladie, ça veut dire que leur maladie a évolué, qu'elle est devenue très sévère et aussi du fait des complications de la nutrition parentérale. Donc, c'est une nutrition qu'on fait sur une voie veineuse centrale. Donc, on pose un cathéter longue durée ou une CIP. Il y a les risques infectieux de la nutrition, il y a les risques à long terme pour le foie. Donc, ça va être vraiment un changement de vie pour le patient aussi. Maintenant, après la malabsorption des nutritions, je vous parle un peu de la pullulation microbienne du grêle. Donc, en fait, du fait de l'atrophie et de la fibrose, le grêle est dilaté, distendu, et donc les bactéries du microbiote vont proliférer. Un peu comme dans le côlon, le grêle devient un peu comme un côlon, alors que normalement, dans le grêle, il n'y a pas beaucoup de bactéries. Et cette pullulation microbienne va entraîner des douleurs, des ballonnements, souvent de la diarrhée à cause de la fermentation. Et ça évolue souvent par crise. Donc, c'est pas très facile à expliquer, mais les patients vont dire que vraiment, ils ont 2 jours où ils ont vraiment des douleurs, ils ont mal, ils ont la diarrhée, et puis ça passe, ça va mieux, et puis ça revient. Ça doit être des phénomènes microbiologiques. Donc, comment le diagnostic? On fait un test respiratoire au glucose, donc on fait manger du glucose au patient,
Et ensuite, pendant 120 minutes, on les fait souffler dans un petit pochon. Ce n'est pas du tout invasif, c'est très facile. Sauf si ça leur donne mal au ventre, mais sinon, c'est très facile à faire. Et on regarde l'hydrogène, le méthane et le CO2 comme contrôle. Et en fait, normalement, le glucose est absorbé dans le grêle, donc ne va pas jusque dans le côlon, donc n'est pas fermenté chez quelqu'un qui va bien, qui n'a pas une pullulation microbienne du grêle. Et chez quelqu'un qui a une pullulation microbienne du grêle, le glucose va être fermenté dans le grêle, et donc de l'hydrogène et du méthane vont être produits et expirés. Et donc, on pourra regarder les taux d'hydrogène et de méthane. Et chez ce patient, qui est toujours un patient du service, on voit que les taux d'hydrogène avaient fortement augmenté entre le début et la fin du test, ainsi que les taux de méthane, pas du tout les taux de CO2, ce qui est le contrôle. Donc, c'était un patient qui a une pullulation microbienne. Et donc, ces patients, on les traite avec des antibiotiques. Alors, ce n'est vraiment pas un traitement idéal parce qu'on fait des cures d'antibiotiques séquentielles tous les mois. Donc, par exemple, la première semaine de chaque mois, on leur fait prendre soit du métronidazole s'ils le supportent, soit des quinolones, soit alors la rifaximine, c'est ce qui est le plus publié dans la littérature, c'est le Ticstar, mais en France, l'AMM n'est que pour l'encéphalopathie hépatique. Donc, on le prescrit des fois. C'est délivrance hospitalière normalement, donc c'est quand même un peu compliqué à utiliser. Mais sinon, c'est vraiment Flagyl et quinolone, même si au niveau résistance antibiotique, les infectiologues n'aiment pas du tout qu'on fasse ça, mais les patients sont tellement soulagés, c'est tellement efficace comme traitement que c'est vraiment la seule chose qu'on puisse faire. Pour l'instant, les probiotiques n'ont pas du tout montré leur efficacité dans cette indication-là. Après, il y a des équipes qui utilisent d'autres antibiotiques, la gentamicine, la vancomycine. Nous, c'est ceux-là qu'on utilise. Et on fait une rotation selon les symptômes du patient. Et les patients, généralement, savent très bien vraiment qu'il faut qu'ils reprennent leurs antibiotiques parce qu'ils sentent que c'est en train de revenir. Donc ça, c'est un traitement très facile et très efficace. Et donc la pseudo-obstruction intestinale chronique, la POAC, donc c'est un trouble sévère de la motricité du grêle, soit c'est idiopathique, donc on ne connaît pas la cause, soit c'est secondaire, et donc secondaire le plus souvent à une sclérodermie ou à une autre connectivite. C'est quand même, a priori, dans les études, 2 à 10% des patients, et c'est une maladie vraiment très sévère. Les patients vont avoir des douleurs abdominales, un météorisme gigantesque, je ne sais pas comment dire, vraiment de femmes enceintes. Les patientes vont dire, on me demande toujours si je suis enceinte. Voilà, vraiment des patients qui vont avoir un ventre énorme, complètement tympanique, des douleurs, de la diarrhée ou de la constipation et qui vont être surtout dénutris parce que leur intestin est atone et ne permettra plus d'absorber les nutriments. Et ces patients, ils font des épisodes aigus d'occlusion. Donc, on a eu une patiente la semaine dernière de Pierre Dufaux avec un épisode d'occlusion. Et le problème, c'est que si ces patients sont vus dans un hôpital où on ne connaît pas la pseudo-obstruction intestinale chronique ou la sclérodermie, ils peuvent être opérés parce que sur le scanner, c'est vite fait de voir une petite zone, une petite bride, voilà. Et en fait, c'est une catastrophe parce que c'est des patients à qui on va enlever, soit on va leur faire des laparotomies blanches, soit on va leur enlever des bouts d'intestin, et pour rien. Donc, c'est des patients qu'il ne faut surtout pas toucher quand ils sont en poussée. Donc, comment on fait le diagnostic? Sur la répétition des épisodes occlusifs et en faisant un scanner. Donc, c'est la patiente qu'on a eue la semaine dernière. Et ça, c'est son grêle qui est complètement dilaté et plein d'eau et de matière. On dirait presque un côlon, mais c'est vraiment séance jéjunale. Et la manométrie de l'intestin grêle donc, est faite dans certains services. Là, pour le coup, c'est vraiment invasif parce que on passe une sonde dans le nez et puis il faut qu'elle migre jusqu'au jéjunum. Ça dure plusieurs heures. Et tout ça pour montrer qu'il n'y a pas de complexe moteur migrant d'onde dans le jéjunum. Et finalement, ça ne change pas la prise en charge thérapeutique. Donc, nous on ne le fait pas. La prise en charge de la pseudo-obstruction intestinale chronique, c'est vraiment très difficile. Au niveau symptomatique, ce qu'on peut essayer, c'est la prostigmine. Donc, c'est des injections, enfin, on peut le prendre en péros ou en injection sous-cutanée. Ça va stimuler la motricité, mais c'est souvent mal toléré. Des antalgiques, si on peut. Il faut bien sûr éviter les opiacés. Et surtout, ça va être la prise en charge nutritionnelle chez les patients dénutris avec la nutrition parentérale à domicile. Parfois, on fait des interventions, donc on peut mettre une gastrostomie de décharge. Donc, on met une gastrostomie dans l'estomac, mais qu'on met en vidange au lieu de l'utiliser comme nutrition pour la nutrition entérale. On peut faire des iléostomies de décharge. On peut faire parfois des résections segmentaires de grêle
pour essayer de diminuer la longueur, mais ce n'est pas très efficace. Et pendant les crises, à ce moment-là, on met une sonde nasogastrique en vidange, et puis on hydrate et on attend que ça passe. Mais on n'a vraiment pas grand-chose à faire pour ces patients qu'attendre que ça passe et essayer de les soulager. Et le problème, c'est que vraiment, ces patients, c'est ceux-là qui vont mourir, ceux qui ont des POAC. Donc, ce sera des patients à surveiller, à accompagner. Et je pense que nos seuls patients qui sont décédés récemment, c'est ceux-là, c'est ceux qui avaient des POAC. Alors, la pneumatose kystique intestinale, c'est le quatrième syndrome qui peut arriver pour les atteintes du grêle. J'ai demandé dans mes collègues, personne n'en a jamais vu. Donc, c'est rare, a priori. Donc, c'est des kystes gazeux dans la paroi intestinale qu'on peut voir en endoscopie, qu'on peut percer pour faire le diagnostic. C'est complètement asymptomatique. On peut le voir a priori sur les scanners aussi. Et le problème, c'est que ça peut se rompre et occasionner un pneumopéritoine. Mais bon, a priori, ce n'est pas quelque chose qu'on rencontrera très souvent. Donc ensuite, on a l'atteinte colique, quand on continue à descendre, qui est très fréquente et qui se manifeste par de la constipation. Donc là, par exemple, cette patiente, elle a vraiment un fécalome énorme dans le côlon droit et on le sent très bien à la palpation. Et elle l'a depuis 4 ans et on n'arrivera jamais à lui enlever, je pense. Et donc, vraiment, et ça, c'est une autre patiente qui est décédée de sa POAC, mais qui avait pareil dans le côlon droit un gros fécalome. Et donc, c'est des patients qui vont se plaindre de constipation. On essaye de faire une coloscopie s'il y a des facteurs de risque de cancer colorectal, notamment l'âge ou l'antécédent familial, mais souvent c'est très très difficile de leur faire des coloscopies comme ils sont très constipés, donc il faut qu'on les prépare pendant des jours et des jours, qu'on leur fasse des lavements. Bon, généralement on ne voit rien, c'est catastrophique. On peut faire donc un ASP, un scanner, et parfois on fait un temps de transit colique, donc c'est des petits marqueurs en plastique, les patients en prennent 10 tous les jours pendant une semaine. Et le 7e jour, ils font un ASP et on regarde combien de marqueurs sont sortis et s'ils ne sont pas sortis, où est-ce qu'ils sont. Donc, c'est assez informatif sur le temps de transit. Après, ça ne change pas la prise en charge thérapeutique de façon faramineuse. Donc, si on n'a pas de doute sur la constipation, généralement, on ne le fait pas. Et donc, pour la prise en charge, on a les laxatifs basiques, donc les laxatifs osmotiques, les laxatifs stimulants. Ensuite, il y a le prucalopride qui est un agoniste sérotoninergique, un peu comme le cisapride, mais sans les effets secondaires cardiaques, qui a été commercialisé en France il y a 3-4 ans, qui a l'indication dans la constipation, mais qui n'est pas remboursé. Et ça coûte à peu près 100 € par mois pour les patients. Donc, on ne l'utilise pas beaucoup. Et en fait, c'est le seul traitement qui a été étudié dans la sclérodermie systémique et ça pourrait même avoir un effet sur la gastroparésie, sur la POAC. Donc, peut-être qu'une idée, ce serait de l'essayer chez quelques patients en demandant à la CPAM un remboursement au cas par cas pour certains patients, parce que c'est un traitement qui est très bien toléré sinon, et donc ça peut être une idée. Mais c'est vrai qu'on ne le fait pas parce que c'est trop cher pour les patients. Donc, ce qu'on fait, c'est par exemple, on dit aux patients, vous prenez 6 sachets de Movicol en une fois, tous les matins et un Bucolax tous les soirs. Et donc, ça peut être un peu le traitement de base de la constipation dans la sclérodermie. C'est quand même assez contraignant. Ensuite, souvent, les patients auront besoin de faire des lavements. Donc, il y a les lavements classiques de petits volumes et les lavements péristines. Donc, c'est des lavements de grand volume. On met une sonde dans le rectum. Donc, c'est le patient qui le fait lui-même, tout seul, chez lui, tous les jours, tous les 2 jours. Il se met une sonde dans le rectum, il gonfle un petit ballonnet pour hermétiser l'anus. Et ensuite, il y a un pochon et il met 1 litre, 2 litres d'eau pour vider vraiment le côlon. Donc, c'est des lavements rétrogrades. Et ça peut aider quand même certains patients pour vider leur côlon tous les jours, tous les 2 jours. Ça peut quand même soulager la constipation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait volontiers. C'est les infirmières stomathérapeutes qui éduquent les patients et ensuite, ils le font tout seuls. Et dans la prise en charge interventionnelle, donc il y a la sécostomie percutanée endoscopique. C'est un petit tube comme un bouton de gastrostomie, mais qu'on met dans le sécom par coloscopie. Et ensuite, les patients peuvent se faire des lavements par la sécostomie, pareil, tous les jours, 1 litre, 2 litres, mais au lieu de le faire par l'anus, ils le font par le sécom. On ne le fait pas trop dans la sclérodermie pour l'instant parce que souvent, en fait, les patients ont aussi la pseudo-obstruction intestinale chronique. Donc, même si on soulage leur côlon, on ne va pas soulager leur intestin grêle. Mais ça pourrait se discuter si on avait un patient qui avait vraiment juste une constipation. Parfois, on leur fait des iléostomies et parfois, on leur enlève le côlon au moins partiellement pour soulager leur constipation.
Et enfin, l'atteinte anorectale, qui est probablement très, très fréquente, mais dont on ne parle pas beaucoup avec les patients. C'est probablement un quart des patients qui ont une sclérodermie, qui ont une incontinence anale. Donc, c'est quand même très important. Les questions à poser, c'est est-ce que vous avez des fuites de gaz, de sel? Est-ce que vous vous garnissez? Est-ce que vous avez besoin de prendre toujours des sous-vêtements de rechange avec vous? Et il y a beaucoup de patients qui vous diront oui. Il y a quelques patients qui auront des prolapsus rectaux, mais ce sera surtout l'incontinence. Et là, l'examen vraiment clé, c'est la manométrie anorectale. Donc, on met une sonde dans le rectum avec un petit ballonnet. On mesure la pression. Donc là, par exemple, c'est des tracés de manométrie et où on va avoir la pression dans le rectum, le sphincter anal interne, le sphincter anal externe. Là, pareil. Et en fait, on va voir qu'il y a, par exemple, chez cette patiente, une hypotonie du sphincter anal interne de base. Et ensuite, quand on gonfle le ballonnet, normalement, il y a un réflexe recto-anal inhibiteur, c'est-à-dire que quand votre rectum se remplit, le sphincter anal interne se détend un petit peu pour que le contenu du rectum descende jusqu'au sphincter et que vous puissiez échantillonner si c'est des gaz ou du liquide ou du solide. Et en fait, ce réflexe-là, il est aboli chez les patients sclérodermiques. Donc, quand on gonfle le ballonnet, par exemple ici, on voit un tout petit peu que le sphincter anal se détend, mais vraiment pas beaucoup. Donc, ça va être les deux signes clés à la manométrie anorectale. Et la prise en charge de ça, c'est la rééducation. Du coup, par biofeedback, c'est un peu comme la rééducation après l'accouchement. On met la sonde et les patients doivent s'entraîner à serrer, relâcher, serrer, relâcher. Ce n'est pas miraculeux, mais ça peut aider quand même les patients incontinents. Parfois, on leur donne du psyllium, du spagulax, donc c'est des petites graines qui s'expandent au contact de l'eau et qui permettent d'avoir des selles plus volumineuses. Et quand c'est plus volumineux et moins liquide, on perd moins les selles. Le problème, c'est qu'en cas d'atteinte œsophagienne, le psyllium, ça peut se bloquer dans l'œsophage. Donc, on ne peut pas l'utiliser si les patients ont une hypotonie œsophagienne. Ou alors, il faut vraiment leur dire de boire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau pour pas que ça reste coincé dans l'œsophage, parce qu'il y a eu des cas décrits d'impaction de psyllium dans l'œsophage. Donc, l'atteinte, pour les atteintes digestives, j'ai fini. Et juste un mot sur l'atteinte hépatique, qui reste rare, à peu près, a priori, 2 à 3% des patients, et surtout dominée par la cholangite biliaire primitive. Donc, associer la sclérodermie systémique et la cholangite biliaire primitive, ça donne le syndrome de Reynolds. Biologie, donc il n'y a pas a priori pas de symptômes, à moins que la cholestase soit très importante où il y a un prurite, mais sinon il n'y a pas de symptômes. Il y a une cholestase biologique, des anticorps anti-mitochondrie, et ensuite on peut discuter une PBH pour évaluer la fibrose hépatique ou uniquement un fibroscan, donc une élastométrie hépatique, une mesure non invasive de la fibrose. Le traitement, c'est l'acide ursodésoxycholique et le risque, c'est l'évolution vers la cirrhose hépatique. Donc, après le petit catalogue de toutes les atteintes, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit un patient qui a une sclérodermie pour rechercher une atteinte digestive? D'abord, l'interroger pour voir s'il a des symptômes. Donc, on fait dans l'ordre pour rien oublier. C'est comme ça que nous, on procède. Donc, les symptômes de RGO, les symptômes de dyspepsie, la perte de poids, les troubles du transit, les douleurs abdominales, l'incontinence. À l'examen clinique, on regarde la distension abdominale, le tympanisme. Et ensuite, il faut donc faire un bilan nutritionnel qu'il faudra répéter 1 à 2 fois par an. Faire un bilan hépatique, faire une fibroscopie et programmer de surveiller la fibroscopie s'il y a un endobrachiosophage et faire une manométrie œsophagienne parce que c'est relativement simple et ça permet quand même de donner déjà une idée de l'atteinte de l'œsophage et donc d'inférer sur les atteintes autres. Par exemple, à Bordeaux, les manométries œsophagiennes, maintenant, il y en a au CHU, il y en a au 4 pavillons, il y en a au Tondu. Et ensuite, selon les symptômes, on pourra faire un test, enfin, vous pourrez demander un test respiratoire, une imagerie abdominale ou une manométrie anorectale. Voilà. Donc, quel patient vous pourriez traiter, vous pourriez traiter vous sans avoir besoin de l'envoyer à un gastro-entérologue, par exemple. Mais déjà, les patients qui ont un RGO, vous n'avez pas forcément besoin de nous pour prescrire les IPP, les antiacides. Et vraiment, pas hésiter à mettre les IPP à double dose. Et vraiment, nous, on monte après triple dose, quadruple dose. Donc, double dose, vous pouvez y aller facilement. Donc, par exemple, le lansoprazole du CHU, c'est 30 matin et soir. À prendre plutôt à jeun avant les repas, 1 demi-heure avant les repas, c'est là que ça marche le mieux. La dyspepsie peu sévère, pareil, pas hésiter à prescrire des prokinétiques. La constipation, à prescrire des laxatifs et pas avoir peur de mettre des grosses doses de laxatifs.
Corriger les carences en fer, en magnésium, en B9, en B12, pareil, vous pouvez déjà commencer à le faire vous-même. Et la pullulation microbienne, si vous avez demandé un test respiratoire et qu'il est positif, c'est pareil, vous pouvez prescrire les antibiotiques. Je pense que ça, je pense que ça peut être pas très compliqué et vous éviter d'attendre une consultation avec un gastro. Après, nous, quels patients on faudra nous adresser? C'est si vous n'arrivez pas avec votre traitement de première ligne à les soulager, s'ils ont des carences multiples, qui sont dénutris, que vous avez l'impression qu'il faut une nutrition artificielle. Par exemple, la nutrition parentérale à domicile, il faut passer par le centre de référence de nutrition parentérale à domicile qui est dans notre service. Si vous initiez une nutrition parentérale pour plus de 3 mois. Si vous avez une suspicion de POAC, pour l'incontinence anale, généralement, quand on fait la manométrie anorectale, on fait aussi une consultation. Donc, ça peut permettre de voir le patient, de lui expliquer et de l'orienter vers un thérapeute pour la rééducation. Et puis, s'il y a une suspicion d'atteinte hépatique. Et puis, l'idée, ce serait, par exemple, de faire des consultations communes. Donc, c'est un projet qu'on a avec Marie-Élise, de faire des consultations communes gastro-rhumato aussi pour voir ces patients conjointement et pouvoir discuter de la thérapeutique ensemble. Donc, pour conclure, l'atteinte digestive dans la sclérodermie systémique, c'est vraiment très fréquent. Les patients qui ont des POAC, malheureusement, c'est vraiment l'évolution terminale de leur maladie. Si on pouvait les diagnostiquer, les traiter avant, ben, ce serait bien, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est ces patients-là qui vont décéder. Vous, votre rôle, c'est d'interroger le patient, de surveiller son état nutritionnel et d'essayer les traitements de première ligne. Et puis, en cas d'échec, nous, on essaiera la prise en charge nutritionnelle, d'autres traitements et discuter des traitements interventionnels en sachant qu'il faut essayer de ne pas être non plus trop iatrogène avec ces patients. Et donc, je voulais juste remercier mon Marie-Élise pour tous les patients qu'elle m'a envoyés. Et puis, donc, mes collègues, le docteur Poulneau qui s'occupe d'un service du côté plutôt nutrition et le professeur Zerbib qui s'occupe des troubles fonctionnels sévères. Et donc, la sclérodermie, finalement, c'est le spectre, c'est l'extrémité du spectre par rapport au syndrome de l'intestin irritable, mais ça reste très relié. Et puis, le docteur Charmack qui est une des hépatologues qui voit les patients qui ont des connectivites. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Peut-être beaucoup de questions, mais j'en ai une à vous poser. C'est une suggestion de Marie-Élise. Dans nos RCP de la filière sclérodermique, vous connaissez peut-être les RCP de la filière, il n'y a pas de gastroentérologue. Alors, à Bordeaux, maintenant, il y a un gastroentérologue. Oui. Ouais. Oui, donc ouais. On vous invite. Ah ben, à Lille, ça va être un peu compliqué. Non, mais c'est par Zoom. Ah, par Zoom, oui. Si vous voulez. Mais à Lille, vous avez des très bons gastroentérologues. Oui, absolument. Mais en fait, c'est pour la RCP de la filière, la RCP nationale. Ah, la RCP nationale, d'accord. Donc, on a quelquefois des dossiers très complexes de dénutrition et on a besoin du conseil. C'est vrai que, oui, on va attendre que vous passiez à notre état et puis je reviendrai vers vous. Alors, est-ce qu'il y a une question dans la salle? On a une question sur le direct, si vous voulez. On nous demande, y a-t-il des recommandations alimentaires pour les patients sclérodermiques atteints de constipation? Non, c'est les mêmes recommandations que pour la population générale atteinte de constipation, c'est d'essayer de manger des fibres, donc au moins 15 à 25 grammes de fibres par jour. Ensuite, l'hydratation, ça n'a pas du tout été prouvé, donc ça ne sert à rien de boire 3 litres d'eau. Il faut boire de l'eau riche en magnésium, donc l'épar ou la rosana, et manger des fibres. C'est les seules choses qu'on puisse faire. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci.